Bienvenue dans le podcast Lundi au Soleil, nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Maxime Cousin, le PDG et CEO de Au Sol. Salut Maxime. Enchanté, merci beaucoup de l'accueil. Ah bah écoute, c'est un plaisir de te recevoir. Alors juste en 2 mots avant de rentrer dans le détail, Au Sol, ce sont des produits qui fournissent entre autres de l'énergie pour bosser d'un peu partout. C'est bien plus large que ça. Non mais c'est très bien dit. Mais on va y revenir dessus. Et d'ailleurs, ça sera un des sujets du jour, de bosser un peu n'importe où. On va voir ça dans 2 minutes. Comment vas-tu Maxime? Est-ce que tu as passé un bon week-end? Écoute, ça va très bien. J'ai passé un très bon week-end chaud avec la canicule parisienne, mais un très bon week-end. Et c'est très sympa de se retrouver dans ce morning en plus qui est assez incroyable. Je l'avais jamais vu, donc parfait. Et merci pour le l'accueil. bureau est très cool, entièrement vitré et finalement on n'a pas si chaud ici, donc c'est cool. Alors merci de venir nous voir dans le podcast. Je pense que ça va être un super épisode. Il va changer un peu des épisodes qu'on a l'habitude de voir. Bien sûr, on va parler de ta boîte, de Au Sol, qui effectivement apporte un élan un peu différent, en tout cas potentiellement dans le quotidien des collaborateurs. Mais aussi parce que on va parler d'expériences très concrètes, d'expériences terrain et de nomadisme qui sont notamment vécues par toi. Et ça, je trouve ça intéressant. Et c'est ça dont on va parler aussi aujourd'hui. Comment tu vis ton remote, comment tu adaptes aussi ton rythme en fonction de tes besoins, de ton activité. Et puis aussi pour avoir un impact positif sur ton épanouissement. Donc c'est ça dont on va parler aujourd'hui également. Gros sujet. Exactement. Et avoir ton retour d'expérience. Avant de rentrer toujours dans le vif du sujet, moi j'ai toujours quelques questions. Je crois que tu as déjà écouté le podcast, donc tu les connais. Est-ce que le lundi, tu passes au boulot ou au travail du coup? Aucun des deux, honnêtement. Le lundi, il y a pas un lundi qui se ressemble. J'ai quelques rituels, mais franchement, le lundi, c'est un jour plutôt particulier pour moi. Ok, c'est un jour équipe, mais toujours différent, ou c'est un jour qui se ressemble jamais parce qu'en fait, tu gères en fonction des priorités, etc. Tu parlais de rituel il y a un instant. On va dire la matinée. Alors, j'interdis tous les meetings le matin dans mon agenda. Bien sûr. Mais le lundi matin, c'est que des meetings pour le coup, et c'est que des meetings d'équipe. Les lancements de semaine, on fait des points avec l'équipe commerciale, on revoit un peu tous les gros enjeux. Donc le lundi matin, c'est hyper collaboratif. Parfois c'est à la maison, parfois c'est au bureau, parfois c'est à la plage, au soleil. J'aime bien. Du coup, ça boucle bien. Parce qu'on a la chance d'être à Cannes, donc parfois on profite on quand même du point. cadre. Mais non, et puis par contre l'après-midi, je bouge. Généralement, je suis rarement au bureau le lundi après-midi. Ok, parce que ça te fait chier ou parce qu'en fait c'est important aussi d'être chez les clients en prospection, que sais-je? Pas nécessairement chez les clients, mais c'est juste que j'aime bien changer de cadre et de contexte. Donc c'est un peu ce qu'on a mis en place au bureau. Ça, c'est aligné aussi, je pense, avec la vision de la boîte, de pouvoir travailler un petit peu n'importe où. Donc je me dis, si je passe toute la matinée au bureau et que je peux le lundi après-midi, j'essaye de bouger. Ok, top. Je fais un petit détour par ton parcours. J'aime bien toujours faire le parcours de l'invité. Avant de rentrer dans Au Sol, je précise que tu es un des cofondateurs de The Next Workplace. Aussi, on salue toute l'équipe, bien évidemment, qu'on connaît bien. Et d'ailleurs, je t'ai rencontré grâce à eux. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours en quelques mots, en complément d'Au Sol, et comment cette aventure est née, puis aussi les grands virages qui ont façonné ton parcours? Ouais, en effet, pour le coup, c'est très atypique le parcours, donc je sais pas si ça ressemblera à un parcours classique d'entrepreneur, mais je suis ingé de formation. J'ai commencé à monter des business, je devais avoir 15-16 ans, mais parce que je vivais à la campagne et que j'avais rien à faire et que mes parents m'ont dit, si tu veux t'acheter des trucs, ça n'est pas un mythe quand on est à la campagne, au milieu de la campagne, le week-end, c'est compliqué. Donc pourquoi ingénieur? Parce que du coup j'avais juste des choses à fabriquer, et donc à force de fabriquer des trucs, tu te dis j'ai envie de comprendre comment ça fonctionne. Et puis je commençais à monter des trucs. Et j'ai commencé comme ça, j'ai fait mon école d'ingé. En parallèle, je fais une sorte de première année de médecine, l'équivalent en Australie. Quand j'ai fini ma prépa, parce que je voulais en même temps faire un diplôme de coach sportif. Donc il y a un tronc commun médecine à faire. Bien sûr. Parce que j'étais obèse quand j'étais jeune, j'ai voulu maigrir, donc c'est un sujet qui m'a vraiment plu. Donc j'ai passé un petit diplôme nutrition et coaching qui m'a permis d'avoir de l'argent pendant qu'on montait la boîte, honnêtement. Tu pensais pas faire carrière là-dedans, quoi. Pas du tout, non. En fait, je pensais que faire carrière dans rien en particulier. J'avais pas de vocation. En plus, quand tu sors d'école d'ingé, il y a un peu ce truc dans ta tête, tu peux n'être que ingénieur. On t'a vraiment formaté à te dire tu seras ingénieur. C'est très tracé. Exactement. Et donc du coup, j'ai fait comme ça. Et puis en parallèle, j'ai fait un double diplôme aux Pays-Bas avec une école de business. Puis après dans le sud de la France, juste pour avoir le complément et me dire j'ai fait un truc un peu global et je comprends. Et parce que j'avais l'opportunité.
Et puis après, il y a tout de suite eu la boîte qui est arrivée un petit peu sur des phases différentes. Donc initialement, j'ai rencontré donc mes 2 associés, Idriss et Enrique, en tant que stagiaires dans l'entreprise. Okay. Eux, au moment où ils montaient un projet, donc j'avais vu une fiche de poste passer, ils cherchaient un stagiaire, ingénieur. Et l'idée, moi, je voulais partir en mission humanitaire, les 2 aussi. Et globalement, ils voulaient utiliser des technologies de satellite, de nanosat, sur Terre pour faire des générateurs solaires pour l'ONG. Et donc, du coup, moi, j'ai un peu forcé, je dois avouer. Et je leur ai dit, écoutez, les gars, moi, je vais vous coûter peanuts, mais le sujet m'intéresse. Et puis, on a tous les 3 envie de faire un truc. Bien, moi, je suis stagiaire. Au pire, je vous coûte rien. Ça sera juste une histoire, quoi. Et donc, on a commencé comme ça. Et on a commencé à bosser ensemble. J'ai fait mes 6 mois de stage. À la suite des 6 mois de stage, ils m'ont dit, bon, viens, on continue ensemble. Et puis, on s'est associés. Et puis après, on a déployé pas mal de techno pour créer des générateurs, etc. pour l'ONG. Ça a bien marché pendant 3 ans, je dirais. Et en 2020, on s'est retrouvé au CES à Las Vegas. Et on a rencontré des directeurs innovation. Moi, je parlais sur des scènes avec mon anglais, mon anglais français. Exactement. Un peu chaud. Voilà. Ça aurait été pareil, Maxime. Et en fait, en parlant d'énergie nomade, on rencontre des acteurs de l'immobilier. À l'époque, un gars d'Engie qui nous dit « Ah, mais l'énergie nomade et pas de câble et pas de chargeur et tout, ça serait super intéressant. Mais dans l'immobilier. » Alors, je dis l'immobilier tertiaire, je connais pas grand-chose a priori. Ouais, c'est pas notre sujet. Et c'était un peu un moment pivot dans l'entreprise. Donc à ce moment-là, un de mes associés m'avait proposé de reprendre la direction de la boîte. Moi, j'étais le plus jeune, un peu complexe de l'imposteur. J'étais arrivé stagiaire, je savais pas trop ce que j'avais à faire là. Mais donc, on voyait comment est-ce qu'on faisait évoluer les choses. Et en fait, on est rentré en France. J'ai contacté toutes les boîtes du CAC 40. Petit message LinkedIn. Hello, je m'appelle Max. J'y connais rien du tout à l'immobilier et aux environnements de travail. Mais on m'a dit que ça serait bien de supprimer les câbles. Même pas, on m'a dit que ça serait bien de supprimer les câbles. Moi, j'y connais rien, mais toi, c'est ton métier. Du coup, est-ce que t'as 15-20 minutes en mode mentoring pour me donner des astuces et me dire ce que t'en penses, quoi. Et en fait, ça a pas mal pris. On a eu plein de conseils. Et donc, finalement, ça a pris beaucoup plus d'ampleur que prévu. Énormément de gens qui nous ont répondu. Et en fait, on a construit une nouvelle offre où l'idée, c'est de supprimer les câbles des bâtiments à l'aide de stations de batterie en libre service qui remplacent à la fois les prises, à la fois les chargeurs d'ordinateur ou autre. Un peu le Vélib de l'énergie. Tu tu récupères ta batterie, tu la connectes à un ordi. Donc, du coup, ça, c'est un enjeu pour les boîtes. Ça leur permet d'éviter beaucoup de câblage, donc beaucoup de travaux. C'est un enjeu pour d'IT pour éviter tous les achats de chargeurs. C'est un enjeu pour la RSE pour éviter les travaux, optimiser l'usage de l'énergie, etc. Et donc, voilà, j'ai repris la direction de la boîte. Je me suis occupé de toute cette partie commerciale, marché. Mes 2 associés sont réorganisés. Il y en a un qui était un analyste financier, il a repris la partie finance. Et puis l'autre qui était un vrai bon ingé, meilleur que nous 2, qui du coup a repris la partie technique. Et en fait, ça, on a grossi comme ça. Et puis moi, je me suis spécialisé dans le Future of Work parce que, en fait, en rencontrant ces acteurs, je me suis passionné du sujet, alors que c'était pas forcément ma vocation à la base. Et en parallèle, je suis devenu consultant Future of Work pour des grands comptes pour plutôt travailler sur un peu un triptyque de culture and people, espace physique et digital et essayer de recréer l'expérience hybride de demain. Ouais, d'être à la croisée des chemins. Et du coup, ça s'est fait de manière, je dirais, c'est pas naturel, mais justement de manière assez, pas opportuniste non plus, mais c'est assez hasardeuse. Clairement. Et puis opportuniste un petit peu aussi, parce que moi, j'avais pas du tout envie de faire ça, ni l'ambition de faire ça à la base. Et je l'ai découvert en fait en faisant, et puis je me suis passionné pour le sujet. Et ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu de challenge, ça veut pas dire qu'il y a eu même que des challenges, que des embûches, toujours des merdes. Mais c'était super intéressant en réalité. Et après, ça s'est fait comme ça aussi, parce que j'ai eu la chance d'avoir des associés qui m'ont dit, ah bah tiens, tu serais plus légitime pour faire ce type de choses, nous on serait plus légitime pour faire ça. Et en fait, ça s'est fait de façon naturelle et ça a demandé beaucoup de travail, mais peut-être parce qu'aussi dès la conception de la boîte, dès le moment où on a commencé à bosser ensemble, on a vachement travaillé sur pourquoi est-ce qu'on voulait s'associer, où est-ce qu'on voulait aller, ce dans quoi on était bon, ce dans quoi on n'était pas bon, ce qu'on voulait faire. Donc pas que la culture, valeurs, état d'esprit aussi. Ouais, ça a vraiment été ça le fondateur. Je pense que pendant 3-4 mois, on a quasi fait que ça. En fait, comme quand tu montes une boîte et que tu viens pas de là à la base, tu procrastines sur tous les autres sujets que juste aller voir ton marché et parler à des clients. Donc on a travaillé sur tous les sujets de fond, ce qui nous a pas mal aidé par la suite, quoi. Tout fini, vous avez dit bon les mecs là faut faire la prospection. On n'avait pas d'argent, donc on s'est dit ce serait peut-être bien de gagner, tu vois. Et donc, alors moi j'ai quand même une question juste qui me vient et après on rentre dans le dur de ton aventure estivale et ton rythme annuel, mais t'as des boîtes qui vendent des solutions, je sais pas, SIRH, tu vois, pour le bien-être des salariés, voilà, etc. Et en fait, dans ces boîtes-là, ça se passe pas toujours très bien, les salariés sont pas bien traités, je sais pas, tu vois. Est-ce que dans une boîte qui a pour mission, justement, on va dire, de démocratiser un peu le remote, tu vois, le remote un peu éloigné même d'ailleurs, le vrai remote, est-ce que du coup,
Le premier exemple, c'est les collaborateurs et c'est la direction et le management. Je pense que oui. Même si dans notre cas, c'est assez paradoxal parce que notre tagline pendant longtemps, c'était le work anywhere, etc. Et pas tant parce qu'on veut que les gens travaillent ailleurs qu'au bureau, mais surtout parce que philosophiquement, on pense qu'un collaborateur est capable de pouvoir travailler de n'importe où et de trouver un peu sur un continuum de solutions qui vont être le bureau, le full remote, un coworking, etc. Que chaque collaborateur soit capable de trouver la solution qui lui convient le mieux à un moment donné du temps, parce que forcément, notre vie évolue et on n'a pas toujours les mêmes besoins. Et donc, il y avait vraiment un enjeu de se dire comment est-ce qu'on, en tant qu'entreprise, on prend la responsabilité de dire on donne tout cet éventail d'options aux collaborateurs et c'est à nous de nous débrouiller de faire en sorte que tout ça fonctionne. Même si la réalité, c'est qu'on a deux réalités dans la boîte. On a une boîte tertiaire avec toute l'activité tertiaire et la flexibilité possible. Mais on a aussi une partie physique où on construit des produits, où on a une usine, etc. Donc, il y a des réalités qui sont parfois complexes à gérer entre des gens qui ont besoin d'avoir un attachement physique à un produit et un outil de production et des gens qui peuvent travailler de n'importe où avec un laptop. Mais dans tous les cas, on essaye de faire en sorte que chacun puisse travailler d'où il veut, quand il veut. Donner beaucoup de flexibilité sur ça. Ça demande un travail un peu différent sur tout le reste, mais c'est comme ça. Et puis, c'est comme ça qu'on le met en place et surtout, c'est comme ça aussi qu'on essaye d'inspirer les clients et même les utilisateurs de nos clients parfois. Ouais, alors je digresse un peu, mais en fait, c'est traiter un vrai bon côté, moi je trouve, parce qu'en fait la configuration de travail, qu'elle soit au bureau, qu'elle soit au domicile du collaborateur ou en remote, elle est primordiale. C'est un facteur extrêmement important de la fluidité de collaboration, etc. Mais c'est qu'un volet, parce qu'après il y a effectivement toute la partie, je dirais, management, tu vois, accompagnement au travail à distance, tu vois, qui t'est autour de toi, rituel, ce genre de choses. Donc ça, c'est un volet sur lequel bien sûr vous intervenez pas, mais toi, tu as la sensation que ce maillon technologique et technique, c'est presque le premier maillon justement enfin, pas le premier maillon, mais la première barrière à soulever justement pour commencer à parler de remote. Je sais pas si c'est la première, mais en tout cas, c'est une des premières à considérer. Mais c'est pas un sujet qu'on traite côté au sol, mais c'est un sujet que je traite dans mes missions de consulting sur le futur avec le cabinet Topix. Et la façon dont on voit les choses, généralement, c'est qu'on définit une sorte de triptyque entre le management, la gouvernance RH, tous les modèles RH people, généralement, toute la partie d'espace physique et des solutions de travail physique qui existent et comment on crée le lien, et toute la partie digitale. Et on essaye de se dire que à l'époque où tu avais un modèle de travail synchrone, où tout le monde était au bureau, dans le même bureau, entre 9h et 17h, qui est un modèle full office, quoi. Ouais, bien sûr. Tu avais un modèle organisationnel qui était très spécifique. Tu as des boîtes qui sont créées en mode full remote, et donc, pareil, tu as une seule règle qui est la même pour tout le monde. Et donc, les deux modèles, full office, full remote, ils ont leur spécificité, mais ils sont pas complexes en soi. Parce que tout le monde est dans le même modèle. Le modèle hybride, il est quand même vachement différent de cela. Parce que, pour le coup, tu as déjà à l'intérieur du modèle hybride, tu as différents modèles hybrides. Oui, bien sûr. Il y en a qui appellent ça le curseur, quoi. Office First, par exemple. Donc, tout ton modèle organisationnel, il est bâti sur un modèle autour physique. Du lieu, ouais, bien sûr. Même si tu as du télétravail, mais du coup, tu l'organises différemment. Tu as le Flex hybride, qui est un petit peu au milieu, qui est le vrai modèle hybride. Et puis après, tu as le Remote First, qui est un modèle où tu peux avoir des bureaux, comme Alan, par exemple, mais tu as vraiment un modèle qui est full remote à la base. Donc, toute l'organisation du travail est gérée et organisée autour d'un modèle où les gens n'ont pas besoin de se voir. Et donc, en fait, là-dedans, en fonction d'où tu mets ton curseur, tu vas pas forcément avoir besoin de mettre exactement les mêmes curseurs sur comment est-ce que tu gères ton hybride playbook et toute ton organisation RH, comment est-ce que tu gères ta technologie, etc. Mais c'est vrai que le modèle hybride en lui-même, c'est le plus complexe parce qu'en fait, tu as une infinité de cas particuliers à traiter que tu n'aurais pas eu à traiter si tout le monde était dans le même modèle. Mais la techno, c'est un activateur de tout ça, finalement. C'est sûr que si tu as des gens qui sont en remote, mais qu'ils n'ont pas accès à leurs fichiers parce que c'est dans le cloud ou qu'ils n'ont pas forcément les bons équipements ou autre, bah, tout d'un coup, ça ne fonctionne plus du tout. Donc, c'est sûr que c'est un socle élémentaire, mais il n'est pas suffisant. Donc, tu peux avoir la super techno, etc. Si tu n'as pas acculturé tes collaborateurs à bien les utiliser, ça peut être encore plus destructeur, etc. Mais tu vois, je reviens sur un Baptiste, que j'avais reçu dans un des premiers épisodes. Il m'avait fait confiance à l'époque, c'était il y a 1 an et demi, je pense, sur Lundi au Soleil, qui lui avait fondé une boîte en 2015, c'est cartes postales digitales. Et c'était, à l'époque, tu étais engagé en remote. Donc, grosso modo, tu vois, tu es en 2015, tu vois, il me disait, franchement, je galérais de ouf, tu vois, à engager, parce qu'en fait, les gens, pour eux, ils se disaient, non, mais en fait, je vais pas taffer de chez moi, tu vois. Bon, alors, c'était bien avant le Covid, etc. Mais ce qui est complexe, je trouve, dans cette partie hybride que tu mentionnes, c'est que
Mais non, ce que je vois, moi, avec les boîtes que j'accompagne ou dans lesquelles j'interviens, etc., où je fais intervenir des gens, c'est que finalement, l'hybride, ce n'est pas très concret pour des collaborateurs tant que c'est pas défini spécifiquement, soit en termes de culture, soit dans le concret. C'est-à-dire, grosso modo, quand on dit hybride, les mecs vont dire attends. Du coup, j'ai droit à 2 jours par semaine, mais c'est moi qui l'ai choisi, c'est mon manager qui l'a choisi. Est-ce que je peux venir le matin 2 heures et me barrer l'après, machin? Si je suis chez moi, est-ce que vous me payez le fauteuil, la souris, plus personne n'utilise de souris, mais bon bref, tu vois l'écran, machin et tout. C'est des vraies questions qui sont un peu terre à terre, mais c'est ce que tu disais, c'est-à-dire que le fait quand tu es au milieu, le flexible il est très difficile à gérer et après t'évites à genre les 3-4 règles qui se terminent en fait en genre la charte du télétravail, du machin, du travail hybride et tout, et tu te retrouves avec un paquet qui a un bottin de 100 pages quoi. C'est ça c'est vraiment ça qui est super complexe, c'est que dans l'hybride, tu dois vraiment anticiper énormément de choses, et c'est pour ça que ce qu'ils appellent le hybride playbook, qui est un peu le saint graal et le manuel de comment est-ce qu'on se comporte et comment est-ce qu'on fonctionne en hybride. Au plus tu vas te rapprocher d'un modèle qui est éloigné du modèle traditionnel qui va être tout le monde au bureau de façon synchrone, au plus ce playbook il va faire foi, il va être important, il va être complet parce qu'il va prendre en compte toutes les interactions entre les gens, entre les équipes, qu'est-ce qui est de la décision de l'équipe, qu'est-ce qui est de la décision de l'entreprise, qu'est-ce qui est de la décision du collaborateur. Et encore une fois, ça c'est des curseurs qui sont propres à la boîte et à sa culture. Il y a plein de boîtes où tu as 2 jours de télétravail, mais déjà on ferme les bureaux le vendredi. Les 2 jours de télétravail, c'est le mardi et le jeudi, et c'est tout. Et par contre, tu as d'autres boîtes, et qui parfois sont des très grands comptes, où tu as une règle qui n'est pas forcément appliquée parce qu'ils disent, OK, bah, c'est les équipes qui s'organisent entre elles. Et les équipes vont choisir comment est-ce qu'elles font plus ou moins de télétravail, est-ce qu'elles viennent un certain jour. Tu leur donnes la possibilité d'être totalement autonomes sur leur organisation. Et ça, c'est un enjeu culturel. Et à l'inverse, tu as des boîtes qui ont choisi de rester en full office. Hermès, par exemple, pas de télétravail, mais qui vont te le justifier par une raison culturelle. Tu vois, Hermès, il justifie ça par le fait que chez Hermès, la production de valeur vient des petites mains dans les ateliers qui ne peuvent pas créer en télétravail. Donc, par souci d'équité, personne n'est en télétravail. Ouais, alors ça, pour moi, ça c'est. Alors, j'aime beaucoup Hermès, etc. Alors, je suis pas forcément très client, mais. Moi non plus, mais. Et puis en plus, il y a forcément une part de narration là-dedans. Bien sûr. Mais c'est intéressant. Moi, j'ai accompagné récemment une boîte où, effectivement, eux, ils font des produits industriels, ce qui est un peu ton cas, tu vois. Donc, ils font des produits qui sont, alors en l'occurrence, c'est pas technologique, c'est plutôt sur une partie parfumerie cosmétique. Et donc, je suis avec des collaborateurs qui me disent, ouais, mais en fait, moi, je fais les 2-8, tu vois, machin. Donc, je suis obligé, en fait, on arrive le matin à 6 du, on part à 15h, etc. Eux, le télétravail, ça n'existe pas. Et on a vu la discussion avec Mehdi Berada d'Agronutrice. Le fait qu'il y ait une inégalité entre certains collaborateurs face à justement à la possibilité de travailler en remote, ça, tu pourras jamais vraiment y pallier. Sauf que la question, c'est qu'est-ce que j'offre pas forcément en contrepartie. Ça avait fait hurler un client à qui j'avais dit ça, faut offrir quelque chose en contrepartie. Mais il m'a dit putain, contrepartie, mais contrepartie de quoi? Je dis mais c'est 2 jobs différents. Donc oui, il faut trouver un équilibre où tu proposes autre chose sur de la formation, du temps libre, je sais pas, tu vois. Ça, je pense que c'est important. Je reviens juste sur un point que je voulais évoquer. Au sol, vous êtes alors vous n'êtes pas à Paris. Moi, j'en avais un peu ras le cul d'avoir des boîtes qui étaient à Paris, tu vois, d'être auto-centré sur Paris. Et j'ai fait un peu le Canada, j'ai eu d'autres boîtes en France, etc. Mais du coup, toi, la boîte en particulier est à Cannes, mais pas que. Moi, j'aime beaucoup. Mon père a grandi à Cannes, donc j'ai trouvé ça très cool. Et on me dit aussi dans l'oreillette que il y a une partie qui est à Orléans aussi, je crois. Ouais, en effet. En fait, on a créé la boîte à Cannes parce qu'on venait de l'aérospatiale et que là-bas, il y a Thales, Alenia Space, qui est un gros satellitaire. Et donc, on a eu l'occasion, grâce à la ville de Cannes, qui nous a pas mal soutenus pour monter la boîte là-bas, d'avoir des super bureaux. Encore merci à eux d'ailleurs. Mais ça fait un moment qu'on leur dit, allez, on va bientôt prendre autre chose plus grand, etc. Mais on a commencé à faire grossir la boîte là-bas quand on a fait ce pivot et qu'on a séparé l'activité spatiale et ONG, qu'on a toujours, mais on l'a juste séparé. On a gardé cette empreinte cannoise. Et forcément, en grossissant, on a commencé à avoir beaucoup de clients parisiens. Donc, on a ouvert une antenne à Paris dans un cowork. Et puis récemment, à Orléans, parce qu'il y a un gros pool technique là-bas, industriel. Donc, on s'est dit qu'on allait faire une chaîne d'industrialisation là-bas. En mars, on va probablement ouvrir quelque chose aux Pays-Bas, parce qu'il y a pas mal de clients hollandais qui commencent à arriver aussi. Donc, et que moi, ça me tenterait bien d'aller vivre aux Pays-Bas quelques mois. Donc, on s'est dit, go aux Pays-Bas. En fait, l'idée, c'est aussi qu'on se dit, on fait des team building tous les 3 mois.
Pour le coup, on met pas mal de budget là-dessus parce qu'on part du principe qu'à partir du moment où on n'a plus d'une implantation et que les équipes, elles ont besoin de se voir, d'échanger, on ritualise beaucoup ces moments ensemble. Et donc, du coup, il y a moins de problèmes à avoir des petits pôles éclatés un peu partout tant qu'on se retrouve. Donc, tu vois, il y a de l'activité commerciale sur les Pays-Bas, go, on ouvre quelque chose à Amsterdam. Si quelqu'un, même dans les collaborateurs, on leur donne l'opportunité, on leur dit, tiens, t'as envie d'y aller, go. Il y a quelques semaines, il y a une collaboratrice qui nous parle du fait que pour des raisons personnelles, elle a besoin de déménager. Ouais. Elle a un visa qui traîne pour aller au Canada, par exemple. Et je lui dis, tente. Opportunisme. C'est ça, exactement. Ouais. Tente, on te fait confiance. Si ça marche pas, on verra comment on gère la chose. Mais a priori, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Et si toi, c'est ton enjeu de vie d'aller au Canada et tu as 28 ans, 30 ans, c'est parti. Faut pas que ta boîte elle soit bloquante non plus, quoi. Donc, si tu es plus heureuse, tu crées probablement, peut-être il y a un truc qui se créera au Canada, forcément tu seras aussi plus productif pour l'entreprise, tu seras plus à l'aise pour partager avec tes collaborateurs. Et au final, tout le monde y gagne, quoi. Ça demandera juste un cas particulier de plus à traiter parce que tu as des horaires asynchrones à gérer, mais c'est pas grave. D'ailleurs, c'est toi qui en parlais dans un post LinkedIn que tu faisais sur Atlassian, effectivement, où tu avais cette notion de changement de politique, work from home, où tu avais ce rôle qu'ils ont développé. Alors moi, je ne suis pas fanat des nouveaux rôles, forcément, de tous les rôles qui se développent dans le Future of Work. Voilà, il y a alors il y a le Work Placement Manager, le Facility Manager. Là, c'était le Work Futurist. Et donc, grosso modo, le rôle de cette personne qu'ils ont tenté, c'était de se dire, voilà, quelles sont les possibilités du collaborateur de demain en termes, je dirais, d'environnement de travail au sens large, à tous les niveaux. Ouais. Et je crois que, et du coup, ce qui était intéressant, c'est, si j'en crois ton poste, mais je crois que ça s'appuyait sur des bonnes données, c'était qu'ils avaient fait appel, entre autres, effectivement, à une étude à des experts qui étaient à Harvard, entre autres, etc., pour mettre ce poste en place, pour en dessiner les contours, les responsabilités. Et grosso modo, ils ont effectivement déployé ce rôle-là, ce qui a permis, sur les 18 premiers mois, d'avoir, sur à peu près 10 000 et quelques employés, près de 300 personnes, ce qui paraît pas énorme sur le papier, mais qui l'est quand même, sur 18 mois, qui sont partis vivre à l'étranger, en fait, ailleurs, en continuant à bosser pour la boîte. Donc, c'est comme quoi, quand c'est inscrit dans ta culture, c'est toujours ce sujet de la culture, et que tu pousses effectivement à se dire, en fait, il y a de l'opportunité, ça se prend, ça se provoque aussi. C'est un peu ton rôle, c'est ce que toi aussi tu fais. Tu penses que c'est très important de continuer à pousser les gens justement à essayer d'aller travailler ailleurs, tout simplement? Je pense que, et tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais je considère que aujourd'hui, le rôle d'une entreprise doit aussi d'accompagner ses collaborateurs dans leur chemin de vie et de leur donner la possibilité d'explorer d'autres choses. Donc, soit on est très open, on dit aux gens, allez-y. Ça peut être dans la tête, etc. Dans le poste, mais ça peut être géographiquement aussi, quoi. Exactement. Et je pense qu'il n'y a pas de meilleur moyen d'explorer d'autres choses que... Alors, soit on change de job et dans ce cas-là, on part, on met tout à plat ou autre. Ouais. Mais ce qui, pour beaucoup de gens, est freinant. Parce que c'est de partir à poil, quoi. C'est ça. Et puis, des fois, tu as des enfants, tu n'as pas forcément la possibilité d'eux. Mais je pense que si ton entreprise te donne l'opportunité de changer de pays ou autre, et que tu sais que tu vas assurer un salaire, tu sais que tu vas être dans un job qui te plaît, avec des collaborateurs qui te plaisent ou autre, déjà, c'est un poids énorme que tu enlèves dans le choix de la décision de te dire, et si j'avais pu. Et moi, je revois des discussions avec mes parents ou mes grands-parents qui me disent, mais en fait, c'est incroyable à ton âge ce que tu peux faire, etc. Nous, à notre époque, on pouvait pas ça. On passait 20 ans dans une boîte. Genre faire attention à ce genre de remarques. Mais je trouvais ça super intéressant, le fait de dire, c'était beaucoup plus compliqué de dire, tu peux travailler d'ailleurs. Moi, si je voulais changer de pays ou même télétravailler de quelque part, je pouvais juste pas, tu vois. Bien sûr. Et donc, en fait, j'aime bien cette idée de dire aussi, ton entreprise, elle peut être un vecteur facilitateur, on va dire, de dire, OK, dans quel contexte j'ai envie de travailler et quel est le mode de vie que je vais avoir, comment je vais organiser mes journées, etc. Et c'est là où je trouve intéressant la transformation qu'on a en ce moment, c'est d'aller chercher un peu de flexibilité dans où est-ce que tu peux travailler, dans comment est-ce que tu aménages tes horaires. Et je pense que ça permet à des gens de se trouver. Quand tu fais du 8h, 20h ou 8h, 17h, que tu te fais 1 heure de RER le matin, peut-être que pour certains, aller faire du yoga le matin ou aller courir, c'est plus complexe. Bien sûr, évidemment. Et le fait de dire, je peux aménager mes horaires et parce que le matin, j'ai envie de passer du temps avec mes enfants ou le matin, j'ai envie d'aller faire du sport, ça permet d'avoir au moins l'opportunité d'essayer et d'explorer. Oui, et de le tester. Je reviens donc sur un rythme que toi, tu avais. Alors, il y a 2 volets qui m'intéressent. C'est que toi, tu as quand même, je dirais pas que tu es un expert du nomadisme, mais en tout cas, c'est quelque chose que tu as déjà pas mal
éprouvé et approuvé d'ailleurs. Il y en a un, le premier c'est que tu pars un mois tous les 2 mois, on va revenir là-dessus juste après, et le deuxième c'est un peu la van life. Alors voilà, c'est pas une vie à faire des vannes, hein, désolé pour la blague de merde, mais c'est de partir en van, et on reviendra juste après aussi là-dessus. Partir un mois tous les 2 mois, comment ça t'est venu? Tu t'es dit à un moment donné, déjà, je suis toujours un peu à droite à gauche, donc autant le faire de manière, tu vois, un peu longue et puis le tester. Comment ça t'est venu? Très concrètement. Alors, c'est un mois tous les 3 mois à peu près. Ok. Je pense que c'est venu au tout début de discussion avec mes associés. On a une vraie empreinte du nomadisme à la base. Idriss, mon associé, est berbère. C'est le peuple nomade. Ouais, bien sûr. Donc, il y a vraiment un truc ancré dans sa culture à lui. Et je pense que lui, il est à l'extrême de nous. Enfin, il a vraiment ce truc de partir sans rien et il s'en sort très bien. Et Enrique, pareil comme moi et comme Idriss, on a toujours énormément voyagé et pour le coup, Enrique, lui, a bossé chez KPMG pendant un moment. Il avait ce truc très strict de tu fais du bureau en costard, etc. Très carré, ouais, bien sûr. Et en fait, il voulait plus du tout de ça, quoi. Il voulait voyager. Et on avait tous ce truc de voyage, on avait tous ce truc de vouloir partir en mission humanitaire à la base. Et du coup, on s'est dit, comment est-ce qu'on garde cette empreinte de se dire, en fait, on peut voyager, même si on sait que dans les 3-5 ans, on va pas avoir de vie parce que on va monter une boîte, on va avoir des challenges. Et comment est-ce qu'on garde cet équilibre-là? Et en fait, c'était un peu ce truc initial de se dire, on trouve un moyen de s'organiser pour pouvoir travailler et voyager à la fois, même si parfois ça demande de réorganiser ses journées ou autre, mais on trouve un moyen. Puis après, j'ai rencontré ma femme qui, pareil, elle a monté sa boîte dans la méditation pour être super libre et être donc elle n'a pas de sujet géographique en tout cas. Exactement. Et du coup, on s'est dit, go, on structure quelque chose où on sait que c'est vrai que je travaille beaucoup d'heures, je compte pas mes jours, etc. Et donc on se dit, ok, on a un moment où on continue de travailler, mais on travaille dans un contexte complètement différent. Et le fait de travailler dans un contexte complètement différent fait que on réfléchit différemment, on revient, on est ressourcé, même si on a beaucoup travaillé et parfois on a fait même des plus longues journées, mais on s'organise. Donc, l'histoire du van et de partir régulièrement, ça c'est quand même imbriqué. On essaye de le faire de façon responsable, histoire de ne pas partir tout le temps aux 4 coins du monde. Ouais, bien sûr. Mais on en fait toujours un enjeu. Tu savais que j'allais t'attaquer sur ce point-là, peut-être Non, mais c'est un enjeu pour nous aussi. Ouais. En fait, on s'est déjà fait la réflexion au tout début. Tu vois, au tout début, on voulait partir parce qu'on a aussi ce truc de vouloir explorer. Et on s'est dit, comment est-ce qu'on trouve un moyen un peu plus sain de le faire? Mais on va dire qu'on fait un gros voyage à l'étranger tous les ans. Et puis après, on s'organise. Des fois, c'est vraiment sur un coup de tête, quoi. Ouais. Ça nous est vraiment arrivé de dire, j'ai pas de meeting pendant 2-3 semaines. Prévu en physique, on part où et puis si j'ai des meetings, je les ferai. Ouais, exactement. Et puis on partait. Et généralement, j'essayais de me dire, je me fais 1 semaine de congé et 2-3 semaines de télétravail. Et donc parfois, on était en Asie. Et moi, je suis un lève-tôt, donc je travaillais au moment où je suis super focus le matin. Tout le monde dort, il y a personne qui m'embête. Je peux faire mes mails et je suis beaucoup plus productif. Voilà, t'as vraiment un moment de deep work exactement, profond, qui est incroyable pour moi, où je suis très facilement perturbé. Je me faisais une pause de 10h à 15h, par exemple, où là, j'allais surfer, j'allais visiter, j'allais dans la jungle. Et c'était super. Enfin, juste l'enrichissement est fou de te dire, t'as travaillé, t'as été hyper productif le matin, tu vas déconnecter complètement. Ça fait 4-5 heures le matin. Et c'est fou, quoi. Et à 15-16 heures, tu reprends le travail jusqu'à 20h, 21h, où là, t'es synchrone avec tes équipes, et puis tu peux faire tes rendez-vous, voir tes clients. Et donc, tu vois, quand on était en Asie, on s'organisait comme ça. Quand on était en Amérique, en Amérique centrale, on s'organisait plutôt à l'opposé. Mais parfois, c'est juste, on prenait la voiture et on partait quelque part, on prenait le train et on disait, on voit, on arrive. Et pour le coup, mine de rien, ça fait qu'on avait beaucoup moins le sentiment d'avoir besoin de vacances parce qu'on rentrait dans ce truc de dire, on travaille, mais on travaille dans un contexte différent. On peut même timer un peu nos trimestres autour de ça parce que forcément, tu sais que tu as un moment où tu te reposes sur tes objectifs. Donc, ça crée vraiment un rituel de dire, OK, on se pose et on prend les sujets de façon différente que dans notre vie quotidienne où on court à droite à gauche, etc. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose que j'adore. Et de là, on a découlé le fait de se dire, pourquoi on se prendrait pas un van, quoi, de temps en temps. Et je crois que c'était une idée de ma femme, d'ailleurs, à la base. Je m'étais dit, pourquoi pas, pourquoi on se prendrait pas un van. T'as branché là-dessus, super. Et elle avait été très forte parce qu'elle me disait, ouais, mais toi, tu vois, tu fais des batteries pour l'environnement de travail, les nomades et tout. Ça serait bien qu'on ait une photo dans un van avec un lever de soleil, avec tes produits et tout. Et je m'étais dit, ouais, c'est vrai, ça serait bien. Et du coup, elle m'a dit, vas-y, on loue un van et on part. Elle était très forte, très commerciale. T'as rien vu venir, extraordinaire. Et du coup, on a pris un van et on était partis dans le Verdon pendant 4-5 jours. Et c'était juste génialissime comme expérience. On a adoré. Et juste
pareil, ce truc de dire tu bouges et si tu as un meeting, bah, tu t'arrêtes et puis tu peux travailler. Et tu passes ton coup de fil, et tu fais ta vidéo. Ouais, exactement. Et puis t'aimes bien, t'as un lac, tu te poses à côté du lac et tu t'éclates. Et en fait, du coup, on en a fait un espèce de rituel. Et ce qui est assez drôle, c'est que cet été, je l'ai fait, comme tu avais vu, au Portugal pendant un mois. Et j'ai moi-même des clients et des investisseurs qui sont partis en van. Et du coup, c'était rigolo, on se faisait des visios, on se disait « Ah, moi, je pars dans une semaine, etc. » Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose de très communautaire autour de tout ça. Bien sûr. Et que c'était souvent un peu aussi ces valeurs de... c'est un peu la slow life, le van. C'est pas ce truc de tu cours et tu vas quelque part et tu veux tout visiter, etc. C'est juste, t'aimes bien, tu te poses, t'as un truc à faire, tu t'arrêtes, tu travailles. Tu cours pas après une visite en particulier, t'es en mode tranquille. Mais moi, je trouve ce qui est complexe là-dedans, j'ai une foultitude de questions, bien sûr. C'est la première, c'est... alors moi, depuis le Covid, je travaille pas mal, tu vois, au fin fond de l'Espagne, tu vois, deux fois par an, grâce à une de mes très très bonnes amies. Et je me souviens d'un jour, je me souviendrai toujours de ce jour. Je sais pas si j'ai déjà raconté, c'est probable, tu vois, où je suis sur un fond assez neutre, tu vois, la baraque est genre orange, rouge, etc. Tu vois, c'est à Tenerife, bref. Et je suis sur un coussin, un ballon de grossesse, tu vois. Ok. Et je trouvais ça hyper confortable, tu vois. Et donc, je suis un peu dessus. Alors, je dis pas qu'il a explosé le ballon. Non, heureusement. et donc, j'avais déjà une chemise affreuse peinturlurée. Et donc, je fais ce rendez-vous-là et tout avec un client que j'aime beaucoup. Alors, pour le coup, c'était un client que j'aime beaucoup, avec qui je m'entends très bien. Et donc, sauf que si tu veux, j'étais dehors, mais le soleil se décalait, donc j'avais pas capté. Donc à un moment donné, je vois le client qui me dit attends, je comprends pas, t'es où? Et je dis bah comment ça? Pourquoi cette question? Tu vois, c'est bizarre. Hein. Ça faisait 1 heure qu'on était en rendez-vous. Et il me dit bah en fait t'as genre l'ombre d'un énorme palmier genre derrière toi, tu vois. Et donc je regarde et je vois effectivement un espèce de gros palmier, j'avais pas vu et tout. Et je dis non, bah en fait et donc je m'explique, je suis un peu gêné, tu vois, parce que le mec me prend de court et tout. Et lui, il prend bien, mais c'est vrai que il m'est arrivé de discuter avec des clients où il me demandait souvent où j'étais. Je lui disais que j'étais en Espagne, etc., où j'étais en télétravail. Et je te dis ça, ça m'arrive moins là, en 2023, tu vois, mais en 2021, post-Covid, tu vois, c'était un peu, il y avait des clients que ça choquait un peu, tu vois. Ouais, et c'était pas la distance, hein, c'était plutôt parce que ça pouvait être, c'est l'Europe, hein, quand même. En fait, paradoxalement, je pense qu'il y a eu un moment où il y avait des gens qui avaient un peu un ressentiment du fait que tu puisses, c'est horrible, hein, mais prendre du plaisir et être dans un cadre sympa pendant que tu travaillais. Parce que culturellement, c'était tellement pas c'est dur à dire, bien sûr. Logique. Et on l'a vécu, hein, pareil, hein, 2020, 2021, c'est vrai que... Puis en plus, il y avait un peu ce truc de... tes collaborateurs, ils sont en télétravail, mais il y en a qui étaient encore très à l'ancienne en train de dire mais ils travaillent pas. Et donc, du coup, ça renforçait un peu leur insécurité du fait que c'était compliqué. S'il est en télétravail, il travaille pas, etc. Mais du coup, nous, on s'est dit, on va mettre les 2 pieds dans le plat. Et en fait, on en a fait un enjeu de boîte. Mais encore une fois, parce que c'est lié à la culture et c'est lié au branding. On communique sur du work anywhere, sur le fait que tu peux travailler partout. Donc, on s'est dit, OK, bah, mettons le curseur à l'extrême. Donc, moi, je jouais le truc. Je me rappelle d'un call avec une grosse banque où j'étais avec une grosse partie du COMEX et où j'étais dans un parc. Et j'étais pieds nus dans le parc avec les équipes de Sleen que tu as eu sur ce podcast, avec Ubik. Et on organisait le plus grand open space du monde, qui était très sympa dans le parc de la Bagatelle. Et je parlais avec une boîte qui était à Défense. En fait, je leur disais, c'est marrant, je suis en dessous de votre tour. Là. Et je leur mets la webcam. Il paraît que tes plus gros deals, tu les as signés les pieds dans l'herbe. Ouais, clairement. Mais en fait, les plus gros deals ont été fous. Celui-là, c'est signé comme ça. Mais c'était tellement déstabilisant pour eux qu'en fait, si derrière, tu avais un discours qui était cohérent et que tu savais de quoi tu parlais, en fait, ça, tout de suite, ils se disaient en fait, c'est fun et c'est un peu fou, mais en même temps, c'est crédible. On avait fait une autre OP comme ça où, pareil, j'ai signé un très gros deal avec une boîte de la pharma. Et ça s'est fait, on avait organisé un espèce d'open space en haut d'une montagne. Et on était tous dans la neige, on avait mis des bureaux, etc. La levée de fonds, on l'a fait. J'étais en voyage. En fait, j'avais prévu un voyage avec ma femme à ce moment-là. Les choses ont fait que la levée de fonds, ça a accéléré un peu par rapport au moment où on devait la faire. Et je me suis dit, est-ce que j'annule mon voyage? Et ça fait un moment que je lui promets qu'on va se prendre une vraie semaine off. Donc, vous pouvez pas décommander, compliqué. J'ai dit, bah non, on va faire la levée de fonds à Bali. Et je me suis dit, bon, bah tiens, vu qu'on peut communiquer sur le Work Anywhere, on n'était même pas à Bali, on était dans le sud de l'Indonésie. Et ben, je me suis dit, OK, je vais pitcher les investisseurs dans la piscine. Juste pour que, quand ils allument la webcam, ils disent, c'est une blague, c'est pas possible ce qui se passe. Bien sûr, bien sûr. Et en fait, c'était très drôle de jouer sur ce truc déstabilisant et en même temps d'avoir un discours qui est cohérent et de savoir, de connaître ton sujet, tu vois. Et je pense que si tu le communiques bien et tu c'est aligné avec les valeurs de ta boîte, in fine, il y a
j'ai rarement eu des gens qui l'ont mal pris ou qui ont trouvé ça étrange. Et il y en a plein qui étaient super envieux et qui me disaient « Ah, c'est marrant ». Et encore aujourd'hui, il y en a, ils me font des blagues. Et ce qui est assez drôle, c'est que là, j'ai une grosse boîte de retail et une autre boîte, je sais même plus laquelle c'était, qui cet été me disent « Ouais, moi je pars, je vais camper ou je vais faire ça. Est-ce que je peux pas prendre les solutions au sol pour aller et travailler en vacances ?» Et mine de rien, c'est aussi un petit accomplissement de se dire, en fait, on a montré à des boîtes corpo CAC 40 que, in fine, pourquoi pas, quoi. Ça reste une option qui est à mettre, encore une fois, est-ce qu'elle est alignée avec la boîte, est-ce qu'on l'a bien considérée, mais c'est une option qui est cool, et si elle est bien gérée, je pense que ça devient un enjeu de marque employeur hyper puissant. Et juste là-dessus, de ton expérience à la fois vécue, c'est-à-dire quand tu étais en van ou quand tu es effectivement dans un pays étranger ou en traquant, j'aime pas ce mot-là, c'est en workation, ou de ce que les boîtes te remontent en fait en termes de freins. Quelles sont les craintes en fait c'est la capacité du collaborateur à avoir un rythme qui soit efficace, le fait de travailler en asynchrone, le fait de ne pas être sur le même fuseau horaire et donc de ne pas être dispo. C'est quoi les craintes, les craintes ou les freins que toi tu as identifiés, soit que tu as entendu, soit que tu as vécu? On en a entendu plein, honnêtement. Il y en a certains qu'on a vécu, mais en fait, si tu les as anticipés, ou en tout cas que tu es ouvert sur le fait qu'ils vont arriver, ça arrive, et puis tu traites le problème. Je pense que c'est le propre de... tu vois commencer de monter une boîte où tu peux pas tout anticiper, donc tu te dis, il y a un truc qui arrivera, quand ça arrivera, on le traitera, et puis on trouvera un moyen intelligent de le faire, quoi. Mais tu peux pas te permettre de faire ça quand tu as 5000 collaborateurs, et c'est normal. Donc, il faut anticiper. Mais il y en a un premier qui va dépendre vraiment de la maturité de la boîte et de où elle se place sur ce continuum bureau remote. C'est comment tu gères l'asynchrone. Donc, est-ce que tu donnes la possibilité de travailler ailleurs, mais sur le même fuseau horaire ou pas? Et c'est sûr que c'est une problématique parce que si tu veux que les gens travaillent en synchrone, mais leur donner la possibilité d'aller à l'étranger, dans ce cas-là, ils se débrouillent, ils se lèvent à 3h du mat', s'il y a un meeting. Je connais des boîtes qui l'ont fait. Il y a d'autres boîtes qui ont trouvé une autre solution, c'est de dire, on autorise le télétravail à l'étranger, mais dans un intervalle de plus ou moins 3 heures de décalage horaire. Oui, c'est ça. Donc, ce qui fait qu'il y a une partie de la journée où tout le monde est là. C'est ce que faisait Ocaran, que j'avais reçu dans le podcast, où grosso modo, ils faisaient 3 heures après, 3 heures avant, 3 heures après. C'est plutôt correct. Ça marche bien. Ça permet au moins de dire, on a un moment de temps fort où toute l'équipe est là. Et ça marche pour des entreprises qui ont encore cette culture du synchrone. Sur des entreprises qui ont la culture de l'asynchrone, c'est vraiment un non-problème. Après, ça va aussi dépendre des équipes. Si tu as besoin de shipper, si tu as besoin d'être en présence client, c'est plus complexe aussi. Mais il y a des entreprises que j'ai rencontrées qui ont profité de cette opportunité-là pour aller travailler un peu plus ces sujets d'international et de se dire, en fait, on a une permanence 24 heures sur 24, par exemple, avec quelqu'un un peu sur tous les points du globe. Donc, la première peur, c'est cette gestion de l'asynchrone et de la distance. Il y en a une deuxième qui est purement légale. C'est... comment est-ce que tu gères le fait que tu as des gens qui vont produire de la valeur à un endroit qui n'est pas le pays ou leur entreprise? Typiquement, où est-ce que tu payes tes taxes? Il y a une question juridique profonde. C'est complexe à gérer, mine. Bien sûr. Il y a une grosse question. La question qui vient tout de suite après, c'est comment est-ce que tu gères les assurances? Qui est aussi un problème. Je sais qu'Audrey Barbier de Official a monté un gros programme sur ça avec Allianz. Mais donc, le côté assurantiel est un gros enjeu. Il y avait un enjeu, c'est comment est-ce que tu gères le fait que tu as des équipes qui doivent être sur site et qui... ça peut créer de la frustration de voir que des gens peuvent faire du télétravail un jour de plus. Ça, c'est ce qu'on évoquait un peu plus tôt. Mais quand t'en as un qui peut aller télétravailler au Panama ou un peu équité, quoi. Du monde, c'est compliqué à gérer. Donc ça, je pense que c'est des gros freins qu'on a vus généralement avec des solutions plus ou moins élaborées pour essayer de le résoudre. Mais ça reste quand même des sujets qui sont un peu... pilier dans comment est-ce que tu organises ton modèle de boîte. Et cette solution de la synchronicité des heures, je pense qu'elle est un peu fondamentale parce que c'est ça qui va dicter après tout ce que tu peux faire ou non, quoi. Et puis après, tu as des sujets classiques de où est-ce que tu bosses si tu es à l'étranger, est-ce que c'est dans un cowork, est-ce qu'on doit te payer le cowork? Ça, c'est des questions à la fois juridiques, CE aussi. Très clairement, CE. Clairement, CE. Et c'est compliqué. Est-ce que tu dois fournir le truc? C'est pas si évident que ça, effectivement. C'est super complexe à gérer. Et je pense, en plus de ça, ça va...
il y a pas de bonne solution. Et on se retrouve un peu dans ce cas de figure où il y a toujours des solutions qui vont en favoriser certains, en défavoriser d'autres, où certains vont se sentir lésés. Et c'est surtout ça qui est compliqué à gérer, c'est l'humain derrière. Le côté légal, on a toujours un moyen de le gérer. Il faut être parfois plus ou moins créatif, mais ça se gère, la partie législative. Par contre, la partie humaine de faire en sorte que tout le monde ait un buy-in de la nouvelle organisation et faire en sorte que derrière les équipes soient motivées et qu'il n'y ait pas de personnes lésées, elle est complexe. Et derrière, c'est le changement. Et mine de rien, la partie changement, elle est toujours frictionnelle dans les boîtes. Ouais, complètement. Et tout à l'heure, on parlait du modèle hybride. C'est super simple de créer une boîte hybride quand tu la crées hybride. Ouais. Ce qui est super dur, c'est de passer d'une boîte qui est hyper tradie à une boîte full remote ou à une boîte hybride. C'est là qu'est complexe parce qu'en fait, tu as embauché des gens qui ont eu un attachement à un mode de fonctionnement et une culture d'entreprise qui va évoluer dans le temps. Et forcément, si on fait évoluer ça, il y a des gens qui vont être en distension, en dissonance avec ce nouveau modèle, quoi. Et du coup, comment est-ce que tu gères ça ? Mais c'est Baptiste Amin, je reprends cet exemple, qui avait fondé cette boîte en full remote donc en 2015. Et à un moment donné, il a voulu passer en mode hybride et donc une partie présentielle. Il m'a dit j'ai abandonné quoi en fait. Il m'a dit les mecs, en fait ça faisait 4 ans que la boîte était comme ça, et avec le qui était passé en plus, les mecs ils ont dit non mais jamais en fait. Alors après ils se retrouvent, ils ont des rituels comme pourrait le faire un Abou, etc. Ils se retrouvent dans des lieux un peu sympas de manière assez régulière. Je pense que c'est plus que tous les trimestres, je crois que c'est tous les mois. Mais en fait, le passage de l'un à l'autre était inenvisageable, en tout cas pour les collaborateurs. C'est sûr. Donc c'est vrai que tu sens que c'est complexe. Moi, il y a quand même un point sur lequel que je voulais partager avec toi, mais je ne sais pas si tu as un avis sur la question, mais tout à l'heure, tu parlais de playbook. Bon, il y a toujours des anglicismes dans ce métier-là. Moi, j'aime bien ce côté, effectivement, où tu as un peu la feuille de match. La feuille de match, il y a un côté un peu, je sais ce que je dois faire quand je dois le faire, etc. Mais ce que je disais un peu plus tôt, c'est que souvent, quand tu as des complexités de situations comme ça, tu te retrouves avec un volet qui est très juridique, où tu as un pavé de 200 pages. Grosso modo, les collaborateurs, ils le lisent pas parce que, un, ils savent pas l'utiliser. Et deux, t'as pas envie de te taper un gros bouquin où, en fait, il y a que des trucs juridiques dedans. Donc, cette notion de playbook, c'est quoi ? L'idée, c'est d'avoir un digest, quelque chose de très didacticiel, très facile à utiliser, en disant ok, grosso modo ma situation c'est ça, je sais ce que je peux faire, voilà, en une page et c'est réglé quoi. En fait, il y a plusieurs niveaux de lecture. Je pense qu'il y a un playbook des équipes de direction ou autre qui lui a cette couche juridique, mais qui n'a vocation à ne pas être partagé aux collaborateurs. Okay. Et le playbook, ça doit être quelque chose qui est super simple à lire. Et déjà, quelque chose dont je parle souvent dans des missions de conseil avec des grands comptes, c'est que le passage à l'hybride fait qu'il y a autant de cas particuliers que de personnes. Et donc, tu peux plus forcément gouverner avec des règles, mais plutôt gouverner avec des principes. Et je sais qu'Alan avait très bien fait ça, Doctolib aussi de mémoire. Mais l'idée de se dire, on n'a plus des règles fixes et en fait, c'est ça donne ça et c'est quelque chose de très binaire. On a plutôt des principes, des grands principes. Et tu as des personnes qui sont un peu garantes de la tenue de ces principes dans tous les contextes et toutes les actions de l'entreprise. Déjà, c'est intéressant parce que du coup, tu peux avoir des cas particuliers qui sont pas traités, mais où tu vas avoir un guide de dire, OK, est-ce que c'est aligné ou pas? Et l'objectif de ce playbook-là, ça va être justement de reprendre comment est-ce qu'on travaille ensemble, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, pourquoi est-ce qu'on fait comme ça, pourquoi est-ce qu'on fait pas différemment, comment ça impacte les autres. Et après, il y a pas mal de gestion des outils, de comment est-ce qu'on fait des meetings, des best practices, etc. Mais généralement, il y a vraiment ce truc de dire, OK, ça doit être quelque chose qui est simple, qui n'est pas complexe à lire, où il n'y a pas des mots pour faire beau, etc. C'est vraiment quelque chose d'applicable et c'est surtout quelque chose où tu peux te retrouver. Et j'ai adoré ça. J'étais tombé sur une boîte aux États-Unis qui, c'est sûr d'ailleurs qu'il y a un business incroyable à créer avec ça, qui avait créé sur base de ChatGPT. Tu vois, en gros, ils avaient nourri à fond leur playbook, ils avaient vachement développé et ils avaient créé un petit bot interne pour le collaborateur qui était de se dire, ok, j'ai une question, comment est-ce que je gère ça ? Comment est-ce que je traite ce cas-là ? Et ça permettait, sur base de ce contenu-là, de se dire, ok, la meilleure façon de se comporter à ce moment-là, c'est ça, ou alors tiens, parle-en à tel manager, etc. Et j'avais adoré l'idée de se dire, en fait, tu as un petit guide parce que ce playbook-là, il est juste fait pour mieux travailler ensemble et éviter les grosses problématiques de tu as tout le monde qui est en visio avec son micro allumé, etc., qui est un cas hyper particulier, mais qui arrive très souvent. Bien sûr. Comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on se retrouve, à quel moment, comment est-ce qu'on s'organise en tant qu'équipe. Et donc, tu as vraiment des trucs très high level, des grands principes de base, et tu as comment est-ce que ça se transpose dans des activités du quotidien. Et en fait, ça redevient un peu un enjeu de culture. Et tout à l'heure, je parlais d'Alan.
J'avais adoré, c'était même le Culture Playbook de Alan, où il parlait de leadership principles. Ouais. Et l'idée, c'était de se dire, OK, on n'a pas juste une grande valeur, etc. On a un leadership principle et comment est-ce qu'il s'applique au quotidien dans plein de choses et comment ne surtout pas l'appliquer, quelles sont les mal-utilisations. Et en fait, presque, il développait beaucoup plus les mal-utilisations, les mauvaises compréhensions de ce principe-là. Bien sûr. Et en fait, le fait d'avoir traité les gros cas qu'il ne faut pas faire permettait de donner au global aux gens la bonne direction et leur interprétation. Ouais. Exactement. Et juste, moi, il y a une question qui me taraude depuis tout à l'heure, c'est, tu parlais de sectionner sa journée, tu vois, en mode traquance, où effectivement, toi, tu bossais le matin, puis après, tu allais visiter, puis après, le soir, etc., tu rebossais. Est-ce que moi, j'ai la sensation que ce rythme-là, le rythme de la journée très déséquencé ou séquencé, je sais pas, en tout cas très fractionné, il n'est pas pour tout le monde. En fait, en fait, on parlait d'individualité. Enfin, je trouve que le télétravail se vit dans le collectif, mais il se vit aussi beaucoup, enfin, le modèle hybride dans l'individualisme et l'individualité de chaque collaborateur. Et donc, du coup, ça, je dirais que c'est quoi? Est-ce que c'est pour des profils qui sont très rigoureux, très organisés, très responsables, très autonomes? C'est quoi comme typologie de profil? En fait, je sais même pas si y a une typologie de profil particulière, parce que j'ai des exemples complètement opposés. Enfin, dans ce que tu viens de dire, j'aime bien j'ai des exemples des deux qui marchent bien, mais je pense que ça va peut-être être une combinaison de typologie de mode de fonctionnement et de job. Par exemple, j'en connais qui sont commerciaux. Et profil type des premiers commerciaux d'une boîte, c'est des entrepreneurs dans la boîte, quoi. Et qui détestent les guidelines, qui détestent le cadre, etc. Mais qui sont bons comme ça. Bien sûr. Et hyper désorganisés. Pas du tout de structure, etc. Je ne vais jamais leur dire tu remplis quelque chose dans la CRM. Mais pourtant, c'est des gens qui sont hyper efficaces dans ce modèle-là. Pourquoi? Parce que leur job fait qu'ils ont la possibilité d'être désorganisés et de placer leur bloc un peu quand ils veulent. Mais en même temps, le fait d'avoir cette flexibilité-là les rend beaucoup plus productifs et les rend beaucoup plus heureux. Et à l'inverse, j'ai des gens qui sont maniaques de l'organisation et qui sont aussi hyper heureux dans ce job-là, mais parce qu'ils ont réussi à s'organiser avec leur équipe autour et que derrière, ils ont organisé leur vie autour. Enfin, ils ont organisé leur travail autour de leur vie plutôt que leur vie autour du travail. Tu vois. Donc, je pense que c'est peut-être un espèce de duo entre la typologie de métier et comment est-ce que toi, t'aimes travailler. Je pense que si t'es dans la finance ou si t'es dans la compta, t'as pas les mêmes réalités que si t'es commercial ou si t'es dans le marketing ou le marketing digital, par exemple. Et est-ce que du coup, tu crois, merci, parce que tu me tends une perche là, est-ce que tu crois que justement, on parlait de cette notion de pas de dichotomie, mais de différence entre certains collaborateurs, ceux qui peuvent faire du télétravail, ceux qui peuvent pas, en fonction des secteurs. Est-ce qu'il y a des professions sur lesquelles, tu vois, je parle pas de ceux qui travaillent dans les usines, etc. Mais il y a des professions dans lesquelles c'est effectivement plus difficile. On parlait du luxe tout à l'heure, effectivement, le luxe où il y a beaucoup de grosses maisons dans lesquelles effectivement c'est un petit peu plus complexe. Du coup, c'est des choses que tu vois aussi? Ouais, déjà c'est vrai que tu fais bien de le souligner parce que les gens qui peuvent télétravailler, c'est une partie minime des actifs en France. La majeure partie des gens ne peuvent pas faire de télétravail. Et déjà, on l'oublie souvent parce qu'en fait, on est entre gens qui parlent souvent de tertiaire. Et c'est vrai que dans l'activité tertiaire, c'est plutôt la norme. Mais mine de rien, on oublie que la plupart des gens, c'est pas leur réalité. Et ce qui, des fois, dans des groupes, peut créer des problèmes. Je parlais à des gens de chez Carrefour il n'y a pas si longtemps. En fait, la réalité entre les gens qui sont sur le terrain, dans les magasins, et les gens qui sont au siège, des fois, ça crée des distensions. Bien sûr. Donc, c'est cool déjà que tu reviennes sur ce sujet. Après, je pense en effet que dans certaines industries, ça n'a pas la même image et il n'y a pas la même culture que dans d'autres. C'est vrai que les boîtes du luxe, ils n'ont même pas la même sensibilité à comment on fait des bureaux. Je connais pas mal de boîtes du luxe chez qui parlaient de flex office. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait moins de postes de travail que de gens. C'est à 100 personnes, tu as 80 postes de travail et il n'y a pas de poste attitré parce que tu considères que les gens ont du télétravail, etc. Et pour eux, le flex office, c'est un gros mot. Parce que culturellement, quand on est une boîte du luxe et qu'on a beaucoup d'argent, on doit avoir des locaux qui ont l'air d'être riches et on a plus de postes que de gens parce que on peut se le permettre. Et puis il y a ce côté un peu territorial aussi où tu as envie de te poser à ton poste. Et puis tu as des réalités métiers, comme tu le dis. Je sais pas, par exemple, tu as des équipes de commerciaux qui aiment bien être ensemble parce qu'ils ont ce truc synchrone. C'est vrai que c'est super fort pour une équipe commerciale d'avoir tu te mets tout le monde autour d'une table et tu as un peu ce truc de tu challenges, il y en a un qui écoute un appel de quelqu'un, il apprend, etc. Pour certaines équipes-là, tu vois, la sensibilité au télétravail va pas être la même que quelqu'un qui est indépendant.
Je sais que souvent, j'ai remarqué que des équipes finance dans les grands comptes avaient un modèle de travail un peu plus tradit, VS des équipes market qui sont un peu plus en veille de ce qui se fait, peut-être un peu plus jeunes ou autre. Donc, je pense qu'il y a une réalité par métier qui, en partie, est liée aux réalités du métier. Une autre partie qui est liée aussi à la tranche d'âge, parce que tu as certains, souvent dans le marketing, tu as des gens jeunes, etc. Donc, je pense aussi que ça crée des réalités, mais je suis d'accord avec toi que par industrie, tu vois pas les mêmes choses, quoi. C'est certain. Et mais même, je rebondis sur au-delà de l'industrie. Effectivement, moi, je me souviens que lorsque nous, on avait justement mis en place cette notion de flex office à proprement parler. En fait, nous, on avait une population quand même, on a une population assez jeune, mais tu te retrouves, en fait, c'est marrant parce que là, je prends un peu de recul en même temps que je discute avec toi, et je voyais des gens qui, en fait, même en flex office, se posaient toujours au même. Je te parle pas juste d'un designer parce qu'il a besoin de 2 écrans machin, tu avais des bureaux spéciaux pour les designers, des bureaux machin, mais tu en avais plusieurs. Il y en avait qui se posaient toujours au même endroit. Tu as celui ou celle qui va changer de table, mais qui va toujours se poser plutôt à côté des gens qui font un peu le même métier ou alors de ses potes. Et puis tu as celui ou celle, moi c'était plutôt ce dernier cas-là, qui va se poser un coup sur une table, un coup dans une salle de réunion, un coup sur un canapé, un coup à côté des chiottes. Enfin, j'exagère à peine. Moi non, mais c'est mon cas aussi. Toujours tout faire. Moi, parce qu'en fait, je trouve que c'est important aussi de changer ça paraît bête, de changer de vue, en fait, tout simplement, de point de vue, quoi, entre guillemets. Et du coup, je trouve que ça, c'est une observation à faire, en fait, de se dire, avant de vouloir changer, en tout cas, quand tu apportes de la nouveauté dans la façon, dans le côté hybride du travail, à proprement parler, je trouve qu'il faut le vivre de l'intérieur. Et le vivre, c'est le regarder, voir comment les collaborateurs, eux, ils le font pour le vivre au quotidien. Et ça, je trouve que c'est quelque chose, à mon avis, qui est assez primordial. C'est que c'est facile quand tu es quelqu'un d'extérieur et que tu arrives dans une boîte et tu te dis ok, je vois à peu près comment ça fonctionne, mais quand tu es un manager aussi, de regarder comment ces collaborateurs le vivent, au-delà de leur poser la question, leur dire en fait je les regarde évoluer et je vois comment ils le vivent en fait, tu vois, au quotidien. Je trouve que c'est intéressant. Je suis d'accord avec toi. Tout à l'heure, si je repars de ce que je te disais tout à l'heure, pour moi une des vocations d'une boîte, c'est aussi de donner place à la singularité de chacun sur comment est-ce qu'il aime travailler. Et en fait, c'est vrai que tu te rends compte que tu as des gens qui sont complètement opposés mais c'est normal, dans ce qu'ils veulent. Personnellement, j'aime bien changer tout le temps. Mais pourtant, quand je viens au bureau, j'ai une place où j'aime bien me mettre parce que j'ai une vue d'ensemble et que j'aime bien. Et je sais que si je suis dans un coin, là je sais que c'est tout le temps le bazar à un endroit et moi j'aime bien quand c'est pas trop le bordel autour de moi pour travailler, etc. Et en fait, il y a des habitudes. Et je me dis, chacun a une sensibilité différente à ça. Et ça me fait penser, on parlait de bouquins tout à l'heure. Tu as un bouquin qui s'appelle The Power of Habit. Et tu as des gars comme les Zuckerberg ou autres qui ont généralisé le fait de tu mets tout le temps le même t-shirt, etc. pour perdre moins de temps. Pour certaines personnes, c'est vraiment une liberté qui est plaisante de se dire aujourd'hui, je vais tester autre chose et je vois où la vie me mène, etc. Et tu as des gens, ça va les angoisser de se dire oh, putain, il y a quelqu'un qui est sur ma place aujourd'hui. Bien sûr. Je vais devoir me mettre ailleurs. Et en fait, c'est vraiment... C'est des gens qui ont même du mal à communiquer parce que pour eux, les réalités sont complètement opposées. Et c'est là aussi où c'est sûr qu'il faut jouer. Et j'aime énormément ce que tu disais sur cette capacité à observer. Souvent, on a tendance à réduire on demande aux gens. On demande aux gens qui ont clairement un filtre quand ils parlent parce qu'ils n'expriment pas exactement leurs besoins. Et il y a plein de gens qui se sont même jamais posé la question et qui, de façon interne, ne savent même pas ce dont ils veulent. Et j'avais rencontré le Head of Workplace Europe ou Immobilier, je ne sais plus, Real Estate, de l'Agence spatiale européenne, avec qui on bossait, qui s'appelle Paul Cannock. Et c'est un ancien de l'armée. Et en fait, il m'expliquait que il voulait prendre la solution au sol, pas du tout pour les mêmes raisons que les autres clients. Il me disait, moi, mon enjeu, c'est pas j'ai clairement un enjeu de limiter les câbles, d'avoir du mobilier modulable, etc. Mais bon, ça, on va en prendre et c'est le sujet classique. Il me dit, moi, j'ai envie de tester un truc, c'est que quand j'étais dans l'armée avant, on construisait des bâtiments et on construisait pas les rues pour passer d'un bâtiment à un autre. Ce qu'on faisait, c'est qu'on laissait 6 mois l'herbe comme ça. Et en fait, après, on voyait les chemins que les gens avaient pris. Bien sûr. Et en fait, on bétonnait le chemin le plus emprunté. L'utilisateur est roi. Exactement. Et j'avais adoré. Et il me disait, moi, je veux qu'on fasse la même chose dans les bureaux. On va pas dire, là, c'est la zone silence, là, c'est la zone machin. Il me dit, on aménage le bureau avec un truc un peu modulable. On met pas trop de signage et on voit où les gens vont se mettre pour faire des visios. Et en fait, il s'était vraiment mis dans un rôle d'observant, de dire, c'est quoi les habitudes de mes collaborateurs, qu'est-ce qu'ils aiment faire, comment est-ce qu'ils bougent, où est-ce qu'ils se mettent plutôt pour faire des rendez-vous, où est-ce qu'ils se mettent pour se focus. Et en fait, il avait organisé ça au cours de son observation et pas juste des interviews clients. Et la réalité entre les interviews clients et l'observation, parfois, elle est vraiment
c'est même pas, il y a une petite distance, c'est des opposés, quoi. Ouais, complètement. Et j'avais adoré ce fait de dire, ok, je considère aussi l'observation dans l'étude de cas de qu'est-ce que je vais mettre pour mes collaborateurs. Et en fait, c'est valable pour l'environnement de travail, mais c'est valable pour la flexibilité, c'est valable pour plein de choses. Ouais, j'aime bien cette notion. Moi, je trouve que c'est une super anecdote. Merci beaucoup d'être ancré effectivement dans la réalité de l'usage et de l'usage individuel et de l'usage collectif. Je trouve que c'est hyper important. Merci beaucoup, Paul Canoc. Je note incroyable, peut-être pour une future invitation du lundi au soleil. Très très bonne idée. J'en profite juste pour justement, je te vois en train de recharger, je crois, ton téléphone. C'est un compte, j'ai pas le droit de. Voilà, on n'est pas sur du placement de produits, c'est complètement fou. Non, mais juste, il n'avait plus de batterie. Et donc, ça, il te sert uniquement sur la partie recharge ou il y a quoi dedans? Aujourd'hui, oui. Ok. Aujourd'hui, l'idée, c'est d'alimenter un ordinateur portable pendant une journée et de plus avoir besoin de son chargeur, ou un téléphone, ou une télé, même éventuellement, parce que tu as 220 volts. Mais qui sait, il y a peut-être des trucs dans les tuyaux pour demain. Ok. Je vois dans ce soir qu'il y a des trucs qui vont arriver. Je te propose qu'on passe aux questions de fin, même si bien sûr. Il y en a déjà qu'on a abordé. Il va falloir se creuser la tête pour la trouver. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter, un bon ou un mauvais souvenir à nous partager? Désolé, tu as déjà cramé celle que tu voulais nous raconter, qui était celle de la levée, les pieds dans l'eau. Est-ce que tu en as une autre sous le coude? Franchement, la levée les pieds dans l'eau est quand même la plus extraordinaire, la plus folle. En plus, je suis vraiment mauvais à trouver des anecdotes, mais des anecdotes qui sont bien ou mal passées, enfin des bonnes ou mauvaises anecdotes. Non, mais on peut rester sur cette anecdote de la levée. Celle-là est marrante. Moi, je la trouve absolument extraordinaire. J'en ai une marrante qui est très liée à ça, c'est que du coup, pendant ce même voyage, je suis tombé dans une soirée sur un de mes clients, avec qui j'avais rendez-vous la semaine d'après. Ouais. Et du coup, c'était très rigolo. On s'est dit, bon, on va être dans un cadre beaucoup plus informel aujourd'hui. Ouais, t'es quand même resté un peu avec lui. Et salut, on a rigolé ensemble. Et il m'a dit, bon, pour ton contrat, on en reparle lundi. Extraordinaire, j'adore. Est-ce que tu as une recommandation, un film, un livre, un podcast autre que The Power of Habit dont tu nous as parlé juste avant? Plutôt business ou pas business? Peu importe. Tout ce qui peut être inspirationnel. Attends, tout à l'heure, quand tu m'as posé la question, quand on discutait de ça, j'ai pensé à... Si, il y en a un que j'ai adoré, qui s'appelle The Mask... Il n'est pas du tout business, par contre. Il s'appelle The Mask of Masculinity, de Lewis Howes. En fait, Lewis Howes, c'est un ancien sportif de haut niveau, foot US. Ouais. Très haut niveau, qui s'est blessé. Et en fait, est parti dans une grosse dépression parce qu'il avait bâti toute son identité autour du fait que c'était un homme sportif, etc. Et en fait, il s'est rendu compte que tu avais une grosse déconstruction à faire parce que, alors, il y a plein de stéréotypes sur les femmes dont elles ont souffert, etc. Mais il y en a aussi beaucoup sur les hommes. Et en fait, l'idée, c'est de se dire, OK, comment, dans la masculinité, en règle générale, on y associe des masques. Un homme, il doit être riche, il doit avoir du pouvoir, il doit avoir plein de conquêtes, etc., qui sont parfois inconscientes ou conscientes. Bien sûr. Et en fait, c'est tout un bouquin qui t'amène à identifier ces masques-là et te poser la question de est-ce que tu les portes, dans quelle situation tu les portes, comment est-ce qu'ils impactent ta vie. Et c'est assez bien écrit parce que du coup, tu as toujours cette dualité dans l'écriture qui parle d'un côté de comment est-ce que toi tu l'identifies et de l'autre, si tu es la personne qui est dans la vie, si tu un proche, un frère, une sœur, une femme, etc., de cette personne-là, comment est-ce que tu peux le mettre sur la route de déconstruire ce masque-là et de faire preuve de plus de vulnérabilité? Donc ça peut être un bouquin d'introspection pour soi, clairement. Et puis aussi tout simplement de conseils pour un regard sur les autres. Ouais, clairement. Moi, c'est un investisseur qui me l'avait conseillé. Très développement personnel au final. Ouais, ce bouquin-là, pas mal, mais j'avais vachement aimé le parcours de lecture. Et puis sinon, en bouquin business, moi, j'ai un bouquin qui m'a mis une claque, c'est Play Bigger. Qui est un bouquin sur le category design, qui est globalement l'idée de se dire que les boîtes qui ont vraiment super performé dans la tech sont toujours des boîtes qui ont essayé de créer une nouvelle catégorie d'usage. Oui, bien sûr. Donc, c'est pas un téléphone, c'est pas un smartphone, c'est un iPhone. Et c'est une expérience différente. C'est du logiciel SaaS. Et en fait, généralement, tu avais un nom de catégorie qui s'est créé. Par exemple, les e-bikes. Tu vois, qui est des vélos électriques. Et ce bouquin est juste génial. Franchement, je le recommande à tous les gens qui sont entrepreneurs dans le marketing, dans le commercial, juste pour le chemin de pensée où ça t'amène à réfléchir à pas mal de choses de façon différente, même dans le développement d'un business. En fait, on se rend compte que tous ce qu'ils appellent des catégories King ont eu un développement non pas de produits, mais un développement tangentiel aux gens qui constituent leur catégorie. Donc, par exemple, ça peut être tu crées un abonnement de cinéma, par exemple, pour les cinéphiles. Probablement que le produit d'après que tu ferais, c'est une réduction sur les passes de cinéma ou autre. Et en fait, plutôt, tu vas innover sur
ok, les gens qui composent ta catégorie, c'est quoi dont ils sont façonnés. Et du coup, quand ils vont au cinéma, ça peut être de la bouffe, ça peut être des bonbons, ça peut être plein de choses, des t-shirts, des goodies, etc. Et c'était idem pour Apple, par exemple, quand ils ont créé leur catégorie de produits. Et franchement, juste comment ils t'amènent à penser différemment ton business et la trajectoire possible d'un business, j'avais trouvé ça vraiment fascinant. Et pour des product owners aussi, ça peut être pas mal. Incroyable. Non, mais ce bouquin et puis du coup, t'as 2-3 suites de ça. Et t'as une grosse communauté qui s'est créée autour du livre. D'ailleurs, je sais que le patron de Comet Meetings avait adoré ce bouquin aussi, puisque c'est ce qu'ils ont essayé de créer avec le co-meeting. Bien sûr. Et consciemment ou inconsciemment, d'ailleurs, j'ai jamais posé la question. Mais en tout cas, vraiment super bouquin. Ok, merci pour cette recommandation. Super bouquin. Je vais m'y coller en tout cas. Tu me l'as bien vendu. Moi, je prendrai j'ai pas de pourcentage vu que je ne connais pas. Maxime, en tout cas, merci beaucoup d'être venu partager toutes ces expériences. Merci à toi. Je trouve que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de travail hybride. Je sais, c'est étrange dans un podcast sur le future of work, mais j'ai longtemps trouvé que on parlait le télétravail était galvaudé. Et je trouve que là, on a abordé une façon un peu différente sur l'exhaustivité de ce qu'est le travail hybride. Donc, merci. Très cool d'avoir ton ressenti personnel et puis ton ressenti en tant que professionnel et expert du métier. Voilà, moi, j'ai vraiment apprécié l'échange et je suis convaincu, bien évidemment, que les auditrices et les auditeurs auront kiffé cet épisode et les learnings qu'ils vont en tirer. Espérons, écoute. De toute façon, s'il y a un message en filigrane de tout ce qu'on a vu, c'est qu'il n'y a pas de règle et qu'au final, il n'y a pas de bonne option ou de mauvaise option. Il y a juste celle qui est la mieux adaptée à un contexte, à une culture ou autre. Et puis, s'il y a des questions, on peut se retrouver sur LinkedIn. Et puis, au pire des cas, ça nous fera la revanche. On aura d'autres choses à discuter. Oui, alors c'est important pour ceux qui veulent en savoir plus ou qui ont tout simplement envie de s'inspirer. Moi, j'aime bien recommander le travail des autres aussi, dont je m'inspire, ça m'arrive, bien évidemment. Je recommande de te suivre, tout simplement, sur LinkedIn. Tu fais un weekly digest, sur le Future of Work, qui est hyper intéressant. Tu produis beaucoup de contenu et c'est vrai que c'est très... en tout cas, moi, je trouve que c'est très inspirant. On apprend plein de trucs, donc c'est cool que... c'est vrai que l'objectif, moi, je me suis toujours vu en mode je fais la veille des autres. L'objectif, c'est que mes clients, quand ils allument LinkedIn le vendredi, ils se disent tiens, si je vais en Comex lundi, je pourrais parler de ce sujet que j'ai vu. Et c'est un peu l'objectif. Donc, si ça peut créer des discussions ou des débats ou des échanges, c'est top. Non, mais c'est le cas. Je digresse, mais je discutais avec une de mes associées avec qui j'ai créé la fresque Danemark Employer et je lui disais, parce qu'on travaille sur un accompagnement sur des écritures d'annonces de job pour des boîtes en ce moment. Et elle me dit, moi, j'ai lu 4-5 livres blancs. Je me dis, mais rien que ça, tu vois, si tu as un digest des 4-5 livres blancs, c'est énorme. C'est pas que t'as pas à les lire, mais c'est juste tout le monde n'a pas le temps de lire 4-5 livres blancs. Et tout le monde ne les trouve même pas. Exactement, tout le monde les trouve pas toujours. Je me rends compte que c'est surtout ça l'enjeu, c'est que tu as une pléthore d'informations, mais réussir à trouver les informations, les lire, les synthétiser et les garder en tête. C'est horrible. Et les garder en tête. Moi, c'est ça, parce que tu me fais lire une étude, il y a 10 chiffres, 25 learning, j'en garde 2, quoi. Et puis pas forcément les plus utiles, je sais pas, tu vois, pour trier, c'est compliqué. Et puis, j'ai peut-être une approche égoïste aussi sur ce Weekly Digest, parce que le fait de le synthétiser, moi, ça me fait retenir les choses. Tu les gardes aussi, mais bien évidemment, t'inquiète. Donc voilà, en tout cas, je recommande ce format, je le trouve très cool. Félicitations, moi, je suis envieux d'un format comme ça. J'ai ni la rigueur, ni le temps, ni la force de faire ce format. Moi, j'ai de la chance d'avoir des gens en interne qui m'aident à le faire. Bien sûr. Je le relais, mais c'est pas moi qui fais le gros du travail, je te rassure. Donc voilà, Maxime, merci beaucoup. On a hâte de suivre la suite des aventures de Au Sol. On va regarder ça de près. Et puis j'espère qu'on se retrouve vite dans Lundi au Soleil pour d'autres sujets. Retrouvons-nous au soleil alors. Ça marche. Très bonne semaine. Merci à toi. À plus.